Merci à tout le monde d'être là ce soir et merci notamment à Hugo et Ophélie de prendre leur temps de venir répondre à nos questions. Je vais du coup laisser Audrey et Baptiste vous poser des questions ce soir. Bonsoir, est-ce que Ouais. du coup, pour commencer, vous pouvez vous présenter, voilà, ce que vous faites et où vous êtes. Yes. Vas-y. Alors du coup, je m'appelle Ophélie, sans surprise, je suis étudiante à l'EDEC, actuellement en année de césure, donc en deuxième partie, donc là je suis actuellement en stage. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai suivi la licence de gestion à la Cato en double cursus avec la classe sup, euh, et durant laquelle j'ai eu la chance de partir étudier un an à Madrid. Et voilà. Et salut à tous. Donc moi je m'appelle Hugo. Je suis aussi du coup à l'EDEC après une licence d'économie de finance à la Cato. Je suis parti un an dans le cadre de la classe sup à étudier à Florence, en Italie. Et que dire de plus? Je suis aussi en césure. Je suis chez HSBC actuellement en finance du coup. Et je vais chez Doctolib en deuxième partie de césure en stratégie. Voilà, un peu différent. Ok. Super, merci beaucoup. Et est-ce que du coup, maintenant, vous pouvez préciser dans quel master vous êtes à l'EDEC et un peu quels sont vos cours et de quoi ça parle? Yes, alors bon, on est tous les deux dans le master management de l'EDEC, donc celui qui est à Lille. Donc il y a aussi normalement le master finance à Nice et le GET à Paris. Le GET, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un parcours qui permet de partir à l'étranger, en Corée du Sud et aux États-Unis. Et il y a aussi le parcours alternance. Donc nous, on est vraiment dans le parcours classique lillois management. Les cours suivis, qu'est-ce qu'on a eu en Master 1? C'est des cours assez généralistes, donc des ressources humaines, du marketing, de la finance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu un peu d'Excel, on a eu aussi beaucoup de travaux de groupe dans beaucoup de cours. C'est vraiment ce qui fait la pédagogie de l'enseignement de l'EDEC et qui marque, enfin qui est vraiment emblématique de la pédagogie de l'EDEC, c'est les travaux de groupe avec les étudiants internationaux et les étudiants français, prépa, AST, enfin voilà, on est tous mélangés. Et donc nous, on est en management. Comme l'a dit Ophélie, on a suivi en Master 1 des cours assez généralistes qu'on avait pu plus ou moins suivre en licence. Mais comme je vous le disais, au niveau de la pédagogie, c'était quand même très très différent de la Cato, ou du moins pour ma part, qui était en finance et qui avait peu de travaux de groupe. Voilà. C'est vrai que, après avoir fait une licence de gestion, c'est vrai que c'est assez similaire. Il y a pas mal de cours qui se rejoignent, mais effectivement, il y a beaucoup de travaux de groupe à l'EDEC, et ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Et puis sinon, au niveau des cours, le Master 2 permet plus de se spécialiser, donc là, avec des spécialisations en consulting, en data, Voilà, en RSE. en finance, en entrepreneuriat, en marketing, en droit. Voilà, c'est quand même assez varié. Mais pour le coup, la différence entre l'EDEC et l'EM Lyon, c'est que l'EM Lyon, les courses peuvent être choisies dès le Master 1. Et au contraire, à l'EDEC, c'est plus un Master 1 qui est généraliste et une vraie spécialité qui est choisie en Master 2. Et juste pour clôturer pardon, la question, en fait, on a quand même pu choisir des cours entre guillemets à la carte, Des électifs. qui s'appelaient donc les électifs, et c'était un ou deux cours par semestre. Et là, vraiment, on peut choisir de tout. Ça peut être un cours sur la criminologie, un cours sur l'histoire de je ne sais quoi, ou sur le M&A. Donc voilà. Ok. Et par exemple, vous avez pris quoi? On a une idée? Alors moi j'avais pris M&A, donc fusion-acquisition au deuxième semestre. Et au premier semestre, j'avais pris Financial Markets. Mais ça ressemblait beaucoup à une des matières que j'avais eues en licence de finance à la Cato, qui était produits dérivés. Moi, au premier semestre, j'ai pris négociation internationale et c'était vraiment intéressant. Et au deuxième semestre, je crois que j'ai pris un cours de RSE. Je me souviens plus de l'intitulé, mais oui, c'était un cours de RSE. Ok.
Super ça. Merci beaucoup. Après, du coup, pour qu'on puisse se situer, est-ce que vous pouvez nous donner vos scores de TAJ et de TOEIC? La question qui intéresse tout le monde. La question classique. Moi, j'avais eu 330 au TAJ et 965 au TOEIC. Après moult passages et moult... j'ai bien ramé, on va dire. Et moi, j'ai eu 297 au TAJ-MAJ et 970 au TOEIC. Pour le coup, j'ai bien flippé, donc on va dire que c'est pas un score que je recommande au niveau du TAJ-MAJ, mais si ça peut vous faire garder espoir pour ceux qui galèrent un peu, moi c'était mon cas. Du coup, c'était mon score de décembre, parce que j'ai fait moins bien en février. Avec beaucoup de persévérance, ça peut passer, donc perdez pas espoir. Et puis, ce qu'il faut garder en tête, sans spoiler vos questions, ce qu'il faut garder en tête, c'est que oui, il y a le TAJ et oui, il y a le TOEIC. C'est bien s'il y en a au moins un des deux qui constitue un avantage, mais derrière, vous avez énormément de quoi vous défendre. Donc, faut essayer de mettre tout en avant, toutes vos expériences en avant. Essayer d'être cohérent dans la formulation de votre dossier, de votre projet pro et de votre petit texte que vous allez devoir écrire dans le cadre de la candidature à l'EDEC. Je pense que le maître mot, c'est vraiment d'être cohérent et de constituer un dossier béton. Puis essayez aussi de mettre en avant vos points forts. Moi, je savais que le TAJ, c'était vraiment le gros point noir de mon dossier, et donc j'ai vraiment essayé d'avoir le score le plus haut en TOEIC, quitte à le repasser pour essayer de compenser au maximum. Et après, j'ai vraiment travaillé à fond ma licence pour pouvoir avoir la meilleure moyenne possible, et ça a permis de compenser le TAJ-MAJ. Donc voilà, si vous avez des difficultés en anglais ou en TAJ-MAJ, essayez vraiment de bien blinder le reste pour pouvoir compenser et atteindre l'école que vous voudrez, sachant que les cartes sont plus ou moins rebattues après aux oraux. Une fois que vous êtes admissible, moi j'avais remonté plein de places, je crois qu'à l'EDEC j'étais 500 sur 600 aux admissibilités, et après les oraux, en tout cas pour ceux qui sont en classe sup, on n'a pas fait les autres parcours, mais pour ceux qui sont en classe sup et prépa 3, vous êtes super bien préparés aux oraux, donc pour ça, soyez confiants. Et du coup, c'était ma question juste après. Du coup, comment vous êtes préparé pour les oraux? Et est-ce que vous avez des conseils à donner qui vous ont vraiment servi à vous, en tout cas à vous démarquer ou à faire bonne impression? Alors, nous, on s'est préparé du coup dans le cadre de la classe sup avec Madame Hubert, Madame Zimmerman aussi à la fin. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'échanger avec des étudiants de l'EDEC. C'est pour ça que je le place maintenant. Nous, on est dispo comme certains étudiants de l'EDEC l'ont été auparavant pour justement répondre à vos questions après la conférence, pendant, mais aussi au-delà. C'est super important d'échanger avec eux pour rendre l'expérience étudiante concrète et montrer aux oraux que vous maîtrisez votre sujet et que, au-delà de votre motivation, vous êtes vraiment préparé, vous avez vraiment envie d'intégrer l'école. Après, globalement, la préparation, c'est un peu comme pour toutes les autres écoles. Bien préparer votre projet professionnel, ça c'est super important, et ça vous permet vraiment d'avoir une longueur d'avance par rapport à d'autres étudiants qui vont arriver sans trop savoir pourquoi ils sont là. Donc, je dirais le projet professionnel, c'est vraiment ce qui permet de réussir ces oraux. Vos motivations pour l'école, en quoi cette école est différente des autres et pourquoi vous avez envie de l'intégrer. Donc, bien se renseigner sur qu'est-ce que vous allez y faire une fois que vous serez dans l'école. Donc, les cours que vous aimeriez suivre, les associations que vous aimeriez rejoindre, qu'est-ce que ça peut être d'autre, les pays où vous aimeriez partir en échange, même si c'est pas vrai, faut se projeter et il faut leur montrer que vous vous projetez. Et puis, un peu plus concrètement, en fait, une des épreuves emblématiques des oraux de l'EDEC, c'est ce qu'on appelle la trilogie. Donc, c'est composé, c'est un entretien qui est composé en 3 parties. Un pitch de 4 minutes au début, un travail de groupe avec 5 personnes, que vous ne connaissez pas sur un case study, et un entretien individuel, one-to-one, avec un professeur ou un alumni de l'EDEC. Et alors, nous, notre conseil, ça serait pour vous mettre vraiment en confiance au moment de cette orale qui est assez impressionnant, on va dire. Ouais, c'est assez stressant, mais si vous préparez bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et si ça peut vous rassurer, ce qui est bien à l'EDEC, c'est que, vous êtes évalué à chaque fois par une personne différente.
Donc, faut pas vous dire « Ah tiens, je me suis plantée à la première partie » parce qu'en fait, c'est une autre personne qui va vous évaluer pendant le cas de groupe et encore une autre personne qui va vous évaluer pendant l'entretien individuel. Donc vraiment, le maître mot, c'est vraiment persévérer parce que la journée est très longue et même après, il y a les langues de l'après-midi. Donc, c'est vraiment essayer de donner le meilleur de soi-même tout au long des épreuves qui sont super, super longues et super fatigantes. Mais c'est très objectif la notation, donc pour ça, c'est pas mal. Et par exemple, du coup, pour se mettre en confiance au moment de cette trilogie, bien préparer le pitch de départ, votre pitch qui vous présente en 4 minutes. Et en fait, ils vous demanderont de placer un mot dans vos 4 minutes, un mot du coup que vous aurez tiré au sort ou un truc comme ça. Et ça, il faut s'entraîner maintes et maintes fois pour, au final, adopter une certaine gymnastique pour que votre pitch devienne naturel et que vous soyez prêt à placer n'importe quel mot. Voilà. Donc, et ça vous met vraiment en confiance. Et puis, comme disait Ophélie, en fait, la journée est longue et donc il faut vraiment aussi mettre l'accent sur les langues, puisqu'il y en a énormément le jour des oraux. Vous verrez qui négligeront la LV2, même l'anglais. Vous aurez en le fait, choix de prendre la LV2 ou pas. Et enfin, notre conseil, c'est même si vous n'êtes pas très bon, prenez-la parce que c'est que des points bonus. Et il y en a plein qui prennent pas l'espagnol parce qu'ils se trouvent nuls, alors qu'en soi, c'est que du bonus. Et nous, je pense que ça nous a bien aidé. Donc, vraiment, pas négliger les langues à l'EDEC parce que c'est super important. Et puis pour le pitch, pour le mot que vous aurez à intégrer, ça peut paraître un peu stressant, mais vous allez voir, il suffit de s'entraîner un peu avant, essayer de penser, ça c'est vraiment une petite astuce spécifique, mais essayer de penser à des métaphores qui peuvent aller avec les mots. Donc par exemple le mot chapeau, tirer son chapeau, enfin voilà, essayer de trouver des expressions. Et moi j'avais pris la liste de mots et j'avais essayé de penser à comment je pourrais le caser dans mon pitch. Et puis ensuite, l'idée, c'est de le caser au début pour pas avoir à stresser tout au long du pitch en se disant « Merde, je ne l'ai pas placé ». Et puis voilà. Et voilà. Au niveau des oraux, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire en un temps à peu près réduit. Et puis surtout, ouais, négligez pas votre projet professionnel parce qu'il y a certains jurys qui sont qui posent pas mal de questions là-dessus. Et moi, c'était mon cas personnellement. Je sais pas toi, Hugo. Ouais, pareil. Ça dépend un peu des écoles et tout, mais c'est clair qu'il faut être cohérent. Ok, super. Et est-ce que dans cette continuité, qu'est-ce que vous avez mis en avant dans votre CV? Est-ce que c'était vos échanges, votre niveau de langue, vos stages? Alors nous, on l'avait construit avec Madame Hubert assez tôt dans l'année, notre CV. Et donc pour vous dire, il était très, 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 très complet. Notamment pour les decks, c'est important puisqu'il n'y a pas de lettre de motivation. Donc il faut en mettre le plus possible, entre guillemets, dans votre CV, sans non plus que ce soit un fourre-tout. Mais comment dire, moi, mon projet à l'époque, c'était conseil en strat. Et donc, du coup, j'avais essayé de mettre en avant les expériences qui étaient importantes, les cours qui étaient assez cohérents, qui montraient un petit peu comment mon intérêt pour le conseil en stratégie était né, en fait. Et c'est de là, quand on vous dit d'être cohérent, c'est de là que ça part. Il faut être cohérent dès le CV et que le recruteur, entre guillemets, donc l'école, quand elle regarde votre CV, elle puisse se dire, bon, lui, je pense que, lui ou elle, je pense que il aura un projet un petit peu plus dans cette direction-là. Et c'est des éléments qui vous serviront, en fait, dans votre pitch, dans vos réponses en entretien individuel. C'est des éléments que vous tirerez un petit peu comme vous tirez un fil rouge pour montrer la cohérence de votre projet. Voilà Ok, un peu ce qu'on merci. met en avant. Et Ophélie, est-ce que tu as mis des trucs en avant dans ton CV? Alors, j'avoue, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que Hugo vient de dire. Surtout au niveau du projet pro, c'est vrai que c'est bien d'avoir une cohérence. Moi, pour le coup, mon projet à l'époque, c'était de faire de la RSE. Et donc, j'avais essayé de vraiment tourner mon CV en ce sens, que ce soit au niveau des expériences professionnelles ou même au niveau des expériences associatives. Voilà, si vous avez effectivement un fil rouge à tirer, essayez de le tirer au maximum au moment du CV. Ça permet un peu de clarifier ce que vous recherchez et ce que vous êtes aussi. Et puis, n'hésitez pas à développer aussi les expériences associatives et personnelles que vous pouvez avoir, parce que je pense que pour le coup, les decks,
fait assez attention à tout ça. Donc n'hésitez pas, oui, à développer sur toutes ces expériences associatives, et parce que les assos, c'est assez important à l'EDEC. Donc je pense que ça peut jouer, et si je devais donner un conseil, ce serait celui-là. Ok, super, merci. Et pour finir sur votre vie avant EDEC, est-ce que vous pouvez nous dire votre moyenne générale et votre place dans la promo? Ça m'a été demandé. Je me Vous souviens. vous souvenez à peu près? Alors, moi, je pense que j'étais à peu près... en finance, on était 110. J'étais entre 7 et 10e. Je crois 9e au premier semestre et peut-être 6e au premier semestre, 9e au deuxième, enfin un truc comme ça. Mais de toute façon, le deuxième, je crois qu'il compte plus. Il compte pas. Euh, En gros, top 10%. Et au niveau de la moyenne, j'avais 14 et des briquettes, 14,5, un truc comme ça, peut-être 15, je sais plus exactement. Et alors moi, de mémoire, je crois que j'étais 5e de promo, du coup en gestion. Et ma moyenne, j'avoue, je m'en souviens plus, mais je dirais entre 15,5 et 16 peut-être. Bravo. Et après, du coup, pour parler plus de quand vous êtes arrivé à l'EDEC, du coup, est-ce que l'adaptation au rythme de l'EDEC, ça a été compliqué? Est-ce que vous avez trouvé que le rythme était soutenu? Alors, en termes d'horaire de cours, c'était, on va dire, relativement identique à la Cato en termes de licence. En fait, si vous faites licence plus prépa, vous avez, entre guillemets, de façon très triviale, cours le matin et l'après-midi, du coup, pour la prépa. Nous, disons qu'à l'EDEC, en termes de volume horaire, c'est uniquement sur des demi-journées, on va dire. À peu près, même si parfois on commence à 10h, on finit à 15h, ou on commence à 14, on finit à 18. On a rarement des grosses Puis on journées. a rarement cours 5 jours par semaine. Ouais, On a plutôt cours 4 jours par semaine. ouais, voilà. Après, ce qui prend du temps, si on veut vraiment s'engager, avoir une bonne moyenne, qui va déterminer votre classement, votre moyenne et, du coup vos chances de partir à l'étranger après, ou les chances de, comment dire, d'atteindre un échange intéressant pour vous. Si vous voulez vraiment du coup vous investir, ça peut prendre pas mal de temps puisque, comme je le disais, une grosse part de la moyenne en fait est déterminée en fonction des travaux de groupe. Et donc voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de travaux de temps. groupe, et il y a aussi beaucoup de cours inversés, c'est-à-dire qu'on vous donne des articles à lire pour le cours qui arrive. Et donc, c'est vrai que si vraiment vous vous investissez pleinement dans les cours, ça peut un peu augmenter le volume horaire. Nous, en tout cas, c'était pas un rythme très intense qu'on a vécu. Et puis après, vous verrez à l'EDEC, comme je vous l'ai dit, la part de l'associatif est très importante. Donc, si vous investissez en association, vous allez voir que votre semaine est vite remplie par pas mal d'événements. Ouais, en fait, comment dire, nous, en toute franchise, notre choix, c'était surtout comment dire, de développer cet investissement en association. Et donc, du coup, on a passé des recrutements pour pour rentrer dans des assos, au projet intéressant et complet. Et donc, du coup, en fonction de l'asso dans laquelle vous serez, si vous avez envie toutefois, ça prend plus ou moins de temps dans la semaine. Ça prend aussi plus ou moins de temps en soirée. Et voilà. Mais comment dire, la part associative, comme le dit Ophélie, ça peut représenter une grosse partie de vos journées. Et c'est aussi un des emblèmes de l'EDEC. Enfin, l'EDEC est vraiment une école qui met en avant les projets associatifs et qui donne les moyens aux associations de construire des projets ultra professionnalisants et ultra gratifiants, en fait. Ok, super. Mais pour revenir au cours, en venant de la Cato, quoi que vous ayez suivi comme licence, c'est faisable, c'est pas du tout un rythme qui change beaucoup de ce que vous vivez actuellement à la Cato. Ok, merci beaucoup. Et pour finir sur mes questions, Hugo, tu as commencé à en parler. Du coup, il y a une possibilité de partir à l'étranger. Et c'est selon vos moyennes, ça se passe comment? Alors, en tant qu'admis sur titre, il me semble, à revérifier, mais il me semble que vous n'aurez pas l'opportunité de partir dès le deuxième semestre du Master 1. Si. Possiblement, mais bon, c'est... Je crois que si, mais la grande majorité des AST ne partent pas la première année. Parce que la plupart d'entre eux sont investis en association. Et c'est vrai que la plupart des événements se passent pendant le deuxième semestre, potentiellement le semestre où je crois qu'on peut partir.
En tout cas, nous, on connaît personne en AST qui est parti à l'étranger. À ce moment-là. À ce moment-là, c'est plus en Master 2 que les gens partent. Et là, du coup, ça se détermine plutôt sur la moyenne du Master 1, donc à l'EDEC, et aussi, je crois, sur les autres moyennes de la Cato. Alors nous, avec Ophélie, on a choisi de ne pas partir à l'étranger l'année prochaine. Pourtant, on avait quand même des bonnes moyennes qui nous permettaient de partir un peu où on voulait. Mais on a choisi de ne pas partir pour se spécialiser. Voilà, en fait, comment dire, les Masters P de l'EDEC, on leur donne, comment dire, une importance plus ou moins importante, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins reconnus, mais nous, on trouvait que ça pouvait quand même nous permettre de nous spécialiser et que ça pouvait quand même être relativement intéressant par rapport à une année d'échange à l'étranger où on aurait suivi encore des cours assez généralistes. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment notre avis. Et en fait, c'est-à-dire que à l'EDEC, on est obligé de valider des crédits à l'étranger. Donc soit par un stage qui est fait à l'international, soit par un échange. Nous, on n'a pas eu besoin de les valider parce qu'on avait déjà notre échange à la Cato qui comptait qui validait notre période à l'étranger. Mais sinon, pour ceux qui ne sont pas partis, vous serez, si vous intégrez l'EDEC, vous serez obligé de partir à un moment ou à un autre. Et pour le coup, je ne sais pas combien de pourcents de la promo part, mais en tout cas, tous ceux qui ont fait prépa déjà sont obligés de partir, donc eux, ils partent en échange. Nous, on avait, entre guillemets, le luxe de pouvoir choisir entre rester à Lille ou partir à l'étranger. Donc, ça dépend vraiment de si vous êtes parti, si vous avez fait un stage à l'étranger en césure. Et je ne sais pas si vous avez une question par rapport au Master P, mais nous, on fait le choix de rester à Lille, mais même en étant en Master 1 à Lille, en Master in Management, donc le master assez généraliste, on peut quand même aller à Nice en master spécialisé, donc après notre césure, dans un master spécifique qui s'appelle comptabilité et finance. Voilà, donc c'est quand même possible d'aller à Nice, bien qu'on soit allé sur le campus de Lille en Master 1. Et c'est quand même possible aussi, dès le Master 1, pour tous les AST, plus ou moins, de rejoindre Nice ou de rejoindre le GET. Mais ça, c'est d'autres processus. Et puis, il y a aussi la possibilité de se spécialiser à l'étranger. En fait, si vous partez à l'étranger en Master 2, soit vous faites un échange classique de 6 mois, soit vous faites un échange classique de 1 an, mais du coup, vous n'avez pas de spécialisation. Soit vous partez 1 an en faire un double diplôme. Donc là, pour le coup, il y en a un peu moins. Mais si vous trouvez la spécialisation qui vous intéresse à l'étranger, c'est tout à fait possible de suivre un double diplôme. Alors parfois, il faut rajouter, je crois, des frais en fonction de l'école que vous choisissez. Mais du coup, il y a aussi la possibilité de se spécialiser à l'étranger. Ok, super, merci beaucoup. Je laisse Baptiste faire la suite des questions. Moi, j'ai une première question, ça concerne les prépas. Est-ce que vous sentez une vraie différence de niveau dans les cours proposés par l'EDEC en M1? Du tout. Vraiment pas. Du tout, on est complètement mélangé avec les personnes qui viennent de prépa. On est même mélangé en association avec elles. La seule nuance, c'est que en fait, nous, quand on rentre à l'EDEC, donc là c'est une petite gymnastique, quand on rentre à l'EDEC en Master 1, en tant qu'AST, on est considéré comme un deuxième année académique, mais on est considéré comme un première année associatif. C'est-à-dire que en septembre, quand vous allez arriver, vous allez être recruté en association par des personnes qui ont du coup votre âge, qui font leur deuxième année à l'EDEC en fait, qui sont en Master 1 avec vous, potentiellement dans votre classe, mais eux, c'est leur deuxième année associative. Voilà, c'est la seule nuance, mais plus ou moins, on peut plus ou moins rentrer dans toutes les associations. Quasiment tous les projets sont ouverts. Il y a certains projets qui sont plus ouverts aux prépa, comme la junior études ou la course croisière EDEC. Le ch'ti aussi, qui est très prépa, mais franchement, hormis ces quelques assos emblématiques de l'EDEC où les AST ne sont pas encore pleinement intégrés, en tout cas au niveau des cours, il n'y a aucune différence. On a plein d'amis qui ont fait prépa, je veux dire, il n'y a pas du tout de problème d'intégration par rapport à ça. Mais c'est juste, voilà, au niveau des associations, il y a des assos qui prennent plus ou moins d'AST.
Donc c'est à ça qu'il faut faire attention quand vous postulerez, si vous avez envie d'être avec vos amis ou pas. Enfin, voilà. Mais ça arrivera déjà Mais c'est vrai qu'il y a des un peu quotas. plus tard. Il y a des quotas. Oui, j'avoue, c'est une question qui viendra plus tard, mais il y a des quotas d'AST en fonction des associations. Parce qu'en fait, quand vous arrivez en Master 1, après, vous partez en césure. Or, un mandat d'association, c'est censé être 2 ans. Donc, ils ne peuvent pas prendre que des AST parce qu'en stage, c'est difficile de s'investir en asso. Donc, en fait, en fonction de ça, il y a plus ou moins de place dans les associations. Mais en tout cas, il y a largement assez de place pour que vous puissiez vous épanouir dans votre vie associative à côté des cours. Ok. Et comme vous étiez en asso, est-ce que les entretiens ils étaient compliqués? Pas pour y rentrer. Les entretiens étaient compliqués. En soi, c'est un Mm. peu comme les entretiens d'asso à la Cato, c'est assez sympa. Après, ça dépend du projet. Il y a des assos qui sont un peu plus sérieuses, il y a des assos qui sont un peu moins sérieuses. Globalement, c'est un mois de recrutement avec beaucoup de soirées, d'événements, d'après-midi aussi. Et puis les entretiens, c'est surtout pour apprendre à se connaître et puis voir si on colle au projet. Donc non, c'est pas dur, c'est juste qu'il faut trouver un petit peu le projet qui vous convient et auquel vous convenez. Puis on va dire que c'est surtout intensif le premier mois. Enfin, le premier mois, il faut vraiment essayer de connaître toutes les associations, essayer de se renseigner sur les projets, de discuter avec les personnes qui sont déjà dans les associations. Mais à part ce premier mois assez intensif en événements et en soirée, après, il n'y a pas, enfin, pour les processus de recrutement, il n'y a pas trop de soucis. Ça se fait assez naturellement et voilà. Et c'était quoi le nom de votre asso? Alors moi, je fais partie de l'association OJO, Organisation des Jeux Omnisports. Et c'est une association sportive qui organise une compétition sportive un peu comme les Jeux Olympiques, mais inter-école avec le top 7. Donc voilà. Et moi, je suis au RAID EDEC. Et donc, du coup, le RAID, c'est une association qui organise des événements sportifs outdoor, en montagne à Nice ou dans la forêt de Fontainebleau. Et en gros, c'est des raids multisports, euh, donc qui sont composés de trails, de VTT, d'épreuves un peu genre canoë, des épreuves bonus. Enfin voilà, c'est des compétitions en plein air. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, petite parenthèse, n'hésitez pas en entretien ou même avant, je crois que vous avez un petit texte où vous avez la possibilité d'expliquer vos motivations. N'hésitez pas à mentionner les assos parce que l'EDEC est très fier de ce côté associatif qui fait vraiment comment dire, la différence de cette école. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les projets associatifs, ça ne vous engage à rien. Et puis à les mentionner, ça montre que vous êtes bien intéressé à l'EDEC. Et puis vous verrez qu'au-delà comment dire, de l'aspect, on va dire, très convivial des assos, vous verrez qu'en vous renseignant, en fait, les projets sont, comme je le disais avant, très construits, très pro et très gratifiants. Et vous verrez qu'en vous renseignant, en fait, c'est sympa de les mettre en avant. C'est même sympa pour vous de les mettre en avant parce que vous vous projeterez mieux dans l'école aussi. Ok. Et ma dernière question, qu'est-ce qui vous a démarqué, selon vous? Bah, moi, je vais rester sur ce que je dis depuis le début de la conférence. Je pense qu'on avait des profils assez cohérents et du moins, on a mis en avant cette cohérence. Euh, ouais, voilà, au niveau du projet pro, de nos points forts. On a su, en fait, avec la préparation qu'on avait eue à la Cato, et même au-delà, en se renseignant, en questionnant des étudiants et tout, on a su ce qu'il fallait mettre en avant, on a su comment construire notre dossier. Et vous verrez que nous, du coup, en troisième année, il y a 2 ans, on se faisait un monde de la construction des dossiers. Est-ce que si je mets ça, c'est bien? Est-ce que si je mets pas ça, ça va me porter préjudice? Oui, c'est des questions qu'il faut se poser, c'est super important. Mais vous verrez que tout le monde ne se pose pas ces questions-là et que déjà aux oraux, vous arriverez avec de l'avance par rapport à certaines personnes qui, certes, peuvent être mieux placées parce que elles ont fait 5 ans d'études, elles ont un diplôme d'ingé, elles sont juristes, voilà, un bac plus 5 ans de droit et tout. Mais vous verrez qu'au niveau de la motivation que vous avez, vous aurez réussi déjà, dès la construction du dossier, à la mettre en avant. Et donc pour moi, c'est ça qui a fait la différence. C'est comme ça qu'Ophélie a gagné 300 places et c'est comme ça que j'en ai gagné encore la moitié aussi, moi. Donc, C'est vrai que
déjà arriver préparé, enfin, c'est la base, je pense. Puis après, à l'EDEC, je pense qu'il y a aussi ce côté humain. Enfin, vous le verrez, il y a déjà une partie de votre note qui sera relative au cas de groupe que vous allez faire en deuxième partie d'entretien. Et pour le coup, ça, on n'en a pas trop parlé, mais si vous êtes amené à passer les oraux, la partie cas de groupe, notre conseil, enfin, je pense que toi, tu es assez d'accord, c'est de ne pas forcément trop se mettre en avant, mais plus de collaborer avec le groupe. Et en fait, ils ne recherchent pas forcément des profils hyper pointus ou hyper intellectuels, mais je pense qu'effectivement, un projet cohérent, une motivation à rentrer dans l'école, à se projeter avec les spécialisations des masters dans une association spécifique, je pense que c'est ça qui permet de faire la différence et avoir un profil assez complet finalement. Euh, et un projet cohérent, je pense que c'est ce qui nous a permis d'intégrer l'école. Ok, bah merci. Et juste, là aujourd'hui, vous êtes en stage tous les deux. Ouais. Donc, tu avais dit, Hugo, que tu étais en quoi là? C'était en deuxième stage ou? Alors là, je suis encore dans mon premier stage en ce qu'on appelle euh, Leverage and Acquisition Finance. Et en fait, c'est des crédits syndiqués en banque. Donc, c'est des crédits qui sont à destination des entreprises lorsqu'elles veulent faire des acquisitions ou pour leurs besoins généraux, ou financer de la dette passée. Enfin, voilà. Donc, c'est... Ton prochain stage, tu sais déjà où ce sera? Alors ouais, mon prochain stage, je le fais chez Doctolib en stratégie. Donc c'est relativement différent. Mais à terme, en fait, mon projet pro, ça serait comment dire, d'aller en fonds de venture capital. Et donc du coup, je voulais, pendant ma césure, avoir un petit peu ces deux casquettes, finance d'entreprise et stratégie en start-up, enfin start-up. Et voilà, pour me donner un peu les moyens d'aller en fond après. Et Ophélie, du coup, tu es en stage là aussi? Oui, alors moi j'ai fait mon premier stage chez Diptyque. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui fait des bougies parfumées. J'étais assistante chef de projet RSE, donc toujours dans la continuité du projet que j'avais présenté. Après, vous n'êtes pas obligé de le garder une fois que vous intégrez l'école, mais moi c'était mon cas parce que ça me plaisait bien. Et là, j'ai commencé mon deuxième stage en janvier chez Pernod Ricard. Donc secteur totalement différent, toujours en RSE, mais là plus spécifique sur tout ce qui est engagement des marques Pernod Ricard et adaptation de la RSE au marché français. Ok, très bien. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une question dans le chat ou... Ouais, Alors, moi, j'ai une question. Ah, bah vas-y. Alors, c'est plus pour Hugo qui fait la finance. Pourquoi Mhm. avoir choisi le master en management à Lille et pas le master finance à Nice? Est-ce qu'il y a des différences? Voilà. Bah, écoute Antoine, c'est une très bonne question. Moi, en fait, j'avais toujours en récoltant un petit peu du feedback auprès des étudiants de l'EDEC, j'avais compris que le master en finance à Nice était relativement semblable à la licence d'éco-finance que j'avais pu suivre du coup à la Cato. J'avais pas forcément envie de creuser la finance plus de marché du coup vers laquelle on s'oriente quand on va à Nice. Et j'avais surtout su que même si j'allais à Nice, même si j'allais à Lille, pardon, j'aurais l'opportunité en fait de suivre des électifs spécialisés en finance du coup d'entreprise, que dans mon tronc commun de cours, il y aurait des cours de corporate finance ou de cost accounting, ce qu'on appelle cost accounting, donc des cours quand même assez axés finance, mais d'entreprise, et c'est ce qui m'intéressait. Alors qu'à Nice, c'était un petit peu plus généraliste et peut-être un petit peu plus pour la finance de marché. Euh, et puis là, tu vois, j'ai des bons copains qui sont à Nice. J'ai vu un petit peu leurs cours. Au final, je ne me suis pas planté. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu à la Cato. Donc, il y a des cours de euh, enfin, portfolio management ou des trucs comme ça. Euh, et voilà, je n'avais pas forcément envie de suivre ça. Et je savais qu'en finance d'entreprise, je pouvais rester à Lille. Et en tout cas, c'est pas bloquant pour les stages de césure. Enfin, si vous restez à Lille et que vous voulez faire de la finance, vous pouvez tout à fait trouver un bon stage en finance. Et puis effectivement, à Lille, il y a aussi la vie associative, la vie étudiante qui est un peu plus
Un peu plus développé, Un peu lui. plus développé qu'à Nice, mais si votre souhait, c'est vraiment de vous spécialiser en finance et que vous êtes à fond là-dedans, Nice, c'est aussi très bien. En fait, ce qui peut être un petit peu déterminant, c'est au niveau du choix des masters SP que tu voudras suivre du coup en master 2 après tes césures. Moi, en étant allé à Lille, je ne peux pas aller à Nice pour suivre des masters SP en finance qui pourraient m'intéresser, juste parce que bah, je ne suis pas allé à Nice en master 1. Donc c'est un petit peu bloquant à ce niveau-là. Après, si tu veux faire de la finance, je ne sais pas vers quelle finance vers quel métier de la finance tu t'orientes, mais si tu veux faire de la fusion-acquisition ou rentrer en fonds, euh, j'ai envie de te dire quasiment peu importe si tu es à Nice ou à Lille, c'est surtout la préparation aux entretiens de stage et au process qui sera déterminante. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que le Master 1, donc c'est, disons, qu'on fasse on fait donc première partie de Master, ensuite césure, et en Master 2, on fait donc Master spécialisé, c'est ça, si je comprends bien. Ouais. Et le Master SP, ça dépend de ton premier choix de Master 1. Donc, du coup, à Nice, il y a plus de Master SP Finance, j'imagine. Complètement. C'est ça, tout Ok. à fait. Non, surtout en finance de marché. Il y a aussi Ok. finance durable à Nice que tu ne peux pas faire à Lille. En fait, à Lille, la seule possibilité que tu as, c'est de faire le master SP en compta. Et il y a aussi le conseil en stratégie où il y a pas mal de cours de finance. Mais effectivement, si vraiment tu veux te spécialiser dans la finance pure et dure, Nice, tu auras plus de choix. En fait, c'est bloquant au niveau des. Garde en tête que c'est bloquant au niveau des choix des Master SP. Mais sinon, c'est pas du tout bloquant. Et quel que soit le métier que tu voudras faire, normalement, sauf finance de marché, c'est très bien aussi d'aller à Lille. Très bien. Merci beaucoup. De rien. J'ai vu qu'il y avait une autre question sur le chat. Ouais. Est-ce que le Master Business and Law est un des masters qui oblige à rester ou alors on peut le suivre en étant à l'étranger? Est-ce que vous avez la réponse? Ouais. C'est Lola de mémoire, je crois. Salut Oui. Lola. Oui, tu dois rester à Lille pour faire ce master. Nous, on a un très bon copain qui était en licence de droit à la Cato, qui a intégré le parcours du coup Business Law and Management en troisième année à l'EDEC du coup. Et en fait, Business Law and Management, c'est comment dire, un parcours, un double cursus entre du coup l'EDEC et la Cato, qui te permet de suivre des cours de management à l'EDEC et des cours de droit à la Cato. Après ta césure, en fait, comment dire, tu reviendras à Lille, normalement. Ouais, c'est obligatoire. T'as pas d'autre choix, normalement. Et il y avait une Ouais, question Hugo, de est-ce que tu pourrais redire ton score de Taj Mahal? Ouais, moi c'était 330. Voilà. Mais ça dépend de chaque année. Et comment dire, petit conseil, ne vous mettez pas non plus des gros coups de flip en lisant nos petites lignes là, sur Excel que vous pouvez avoir dans les fichiers que vous transmettent Madame Hubert et Madame Ouais. Zimmerman. C'est bien pour se situer, mais ça dépend vraiment des années. En fait. Ouais, ça dépend vraiment des années pour le coup. Typiquement, Ophélie, elle n'aurait pas eu les decks si elle était l'année d'avant, par exemple. Non, mais après, en vrai, franchement, on peut pas dire. Moi, je pense qu'il faut toujours garder espoir et juste Oui, voilà. ne rien lâcher. Enfin, c'est une année qui est difficile. Il y a des concours et ils testent aussi cette persévérance. Et juste, il faut y croire, rien lâcher. Vraiment, essayer de bien préparer vos dossiers, de bien de vous préparer au mieux pour tout ce qui est tâche et TOEIC, mais franchement, c'est très variable d'année en année. Et puis pareil, dans les manuels, ils vont vous dire il faut 350 pour rentrer à l'EDEC. Moi, j'avais fait les portes ouvertes, j'avais rencontré des filles qui avaient eu à peine 300. Et c'est aussi ces témoignages qui m'ont fait garder espoir et qui m'ont fait me dire ok, 297, je tente, sait-on jamais, et c'est passé. Donc, Et juste de mémoire, les mecs sur Insta qui font Hello Tajmaj, non, Monsieur Tajmaj, Ouais. je crois qu'ils ont lancé une prépa aux oraux, etc. Et peut-être suivez-les sur Insta, parce que je crois qu'ils donnent des bons conseils. Du moins pour le Taj, ils donnaient des bons conseils, il y avait des petites publis avec des petits problèmes et tout.
à faire. Donc, ça exerce bien au quotidien. Et puis, au-delà de ça, je crois que ouais, ils ont lancé leur prépa aux oraux et pour les AST. Donc, ça peut aider aussi au quotidien. Toujours sur le master de droit, est-ce que vous savez s'il est atteignable après une licence gestion et prépa ou il faut forcément faire du droit en licence? Ça, j'avoue qu'on n'a pas la réponse. Enfin, Tu nous poses une petite colle là. Moi, je dirais que c'est. en tout cas, s'ils prennent des personnes qui n'ont pas fait droit, c'est qu'une très petite part de personnes. Donc, donc voilà. Et après, en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que si jamais vous faites le Master 1 en management, vous pouvez potentiellement rejoindre le Master 2 en droit. Parce que Ouais. Éloi, je crois qu'il fait ça. Ça s'appelle LLM. C'est Law quelque chose management. Et on a Lola qui vient à votre secours et qui nous confirme qu'il est atteignable parce qu'elle avait demandé à être essentielle. Ah bah Ah super. bah super. Merci. J'avoue qu'on ne savait pas, on s'était pas renseigné Est-ce que vous là-dessus. savez si la première année à Nice, ça reste le MIM si on fait de la finance là-bas? Non, MIM, c'est l'acronyme de Master in Management. Donc, si tu vas à Nice pour la première année, ce sera MIF, Master in Finance. Voilà. Et moi, j'ai une question en plus pour vous. Est-ce que tous ceux qui veulent partir à l'étranger en deuxième année de master peuvent partir ou il y a un nombre de places limité? Et du Non. coup, ça se fait surtout par rapport au classement et à la moyenne. Alors, tu as donné 2 éléments de réponse. Tout le monde peut partir. Si tu veux partir, tu peux partir. En Non, revanche, c'est pas vrai ça. plus ou moins. Bah non, il y en a plein qui partent pas. En vrai, franchement, c'est. Comment dire? En vrai, si vous avez plus de 12 de moyenne, globalement, vous pouvez partir. Mais bon, faut accepter de partir dans des destinations pas forcément très Glamour. attractives. Mais non, il y en a quand même qui partent pas. Enfin, ceux qui ont des moyennes trop basses Oui, ne oui. partent pas. Après, globalement, la plupart des étudiants partent et peuvent partir. Tout dépend un peu de là où vous mettez vos exigences. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que nous, là, c'est pile en ce moment l'étranger. Moi, j'étais à 13,8 de moyenne. Hugo, toi, t'étais à 13,9. Voilà, et nous, on pouvait partir à peu près partout, à part tout ce qui est très prestigieux, donc la Bocconi, les universités qui sont très reconnues. L'Europe, bon, il y avait quelques destinations où on ne pouvait pas partir, mais globalement, on pouvait partir à peu près partout. Je dirais qu'en dessous de 13, ça devient un peu compliqué pour avoir des bonnes destinations. Après, tout dépend si vous voulez partir. Je sais que, avec des moyennes inférieures à 13, vous pouvez partir en Inde, vous pouvez partir en Belgique, en Allemagne. En Thaïlande, c'est chaud, je crois que c'est 13,5. Juste. Mais non, il reste des destinations, mais on va dire que vous avez beaucoup moins de choix que si vous avez au-dessus de Du coup, les au-dessus de destinations, 13,5, elles c'est sont bien. rangées par... genre, les destinations, tu les as en fonction de ta moyenne ou ça se fait en fonction Exactement. des demandes? Ok. Exactement, c'est vraiment ça. En fait, ouais, plus ou moins, si vous intégrez l'EDEC, du coup, quand vous vous renseignerez pour les échanges en Master 2 à l'étranger, vous aurez un document Excel avec une ligne, une université, et à chaque fois, le nombre de places disponibles pour l'université un tel, la plus basse moyenne de l'élève qui est parti cette année et la plus haute de celui Ok. d'un autre qui est parti cette année. Mais pour le coup, c'est vraiment les moyennes qui influencent. Donc, Ok. Et vous avez dit que vous aviez validé parce que vous êtes parti un an. Les decks demandent un an d'échange ou 6 mois? je crois que c'est 6 mois. Donc, un semestre, ça suffit si jamais t'es jamais parti. Et alors, il y a des échanges qui sont proposés au semestre, il y en a qui sont proposés à l'année, il y en a qui sont proposés en double, en double diplôme. Voilà, ça dépend des destinations et des Et universités. je crois même que tu peux valider l'étranger avec une expérience humanitaire. Enfin, là, je connais quelqu'un qui fait ça de janvier à juillet. Donc, tout est faisable. Et ça, du coup, pour vous renseigner, pour préparer un petit peu vos arguments, si vous voulez partir à l'étranger, etc., pour montrer que vous voyez un petit peu plus loin que le Master 1, on vous conseille d'aller sur le site de l'EDEC. Ouais, de regarder un peu les destinations et de savoir expliquer un peu. Je pense que vous tapez Study Abroad EDEC et vous aurez un peu la plaquette avec les différentes universités normalement. Les différents critères. Il y a certaines universités qui demandent l'IELTS, d'autres qui demandent le GMAT. Voilà. Mais vous pouvez Oui, c'est vrai qu'il y a ce critère. critère-là qui rentre en compte, les tests d'anglais, les GMAT et tout. Ça restreint quand même. Nous, on avait fait le choix de ne pas passer ces tests-là. Ça restreint quand même les possibilités. Ok. Voilà.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez avec votre micro aussi ou dans le chat, mais j'ai pas l'impression. En tout cas. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous À nous contacter. contacter. On reste dispo et on savait que, enfin, on sait que il y a 2 ans, cette conférence, ça Nous nous avait avait bien mis un aidé. peu le pied à l'étrier et puis on n'avait pas hésité à poser des questions comment dire, aux étudiants qui avaient répondu présents pour la conférence. Donc n'hésitez pas. Et bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là étant donné qu'il n'y a pas d'autres signes de questions. Ok, Mais merci beaucoup de votre intervention et d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était Avec hyper. plaisir et bon courage à tous merci ceux à qui vous. passent les concours cette année. Merci beaucoup. Yes. N'hésitez pas à nous recontacter. Merci, salut. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.